Bienvenue dans Elle Inspire Studio, le podcast des femmes qui osent, créent et surtout inspirent. Le digital, c'est un univers aux 1000 chemins possibles, un espace où l'on peut se perdre ou se trouver. Mais pour avancer dans ce monde en mouvement, il faut garder l'âme curieuse, presque enfantine, qui nous pousse à explorer sans peur et à tester sans cesse. Avec Nathalie, on parle de cette ouverture d'esprit, de l'adaptabilité que demande le digital et de la joie que l'on peut trouver à transformer ces outils en alliés, au service de nos voix et de nos projets. Parce qu'au fond, le digital n'est pas qu'une affaire de technologie. C'est une manière de tracer sa voix, d'oser jouer avec les possibles pour mieux se révéler. Et surtout, souviens-toi, ce que tu sais faire mérite d'être entendu. Bonjour Nathalie, bienvenue dans le podcast. Bonjour Marine. Alors, ensemble aujourd'hui, on va parler du monde digital, de tout ce qui peut y avoir comme voix à l'intérieur. Et on va justement voir comment trouver la sienne, comment suivre la bonne pour nous. Voilà, on va un petit peu explorer tout ce monde-là ensemble. Est-ce qu'avant qu'on commence, tu peux nous dire qui tu es ? Oui, donc merci déjà pour l'invitation. Donc moi, c'est Nathalie Churella. Je suis ingénieure et j'ai monté la société Meli Consulting pour aider les entreprises tech à améliorer la parité au sein de leurs équipes. Et j'accompagne les femmes dans la tech qui ont des compétences dans l'IT ou des appétences à développer des compétences dans ce domaine. Et je les oriente vers des sociétés qui sont inclusives et qui sauront bien les accueillir. Au-delà de ça, je suis quelqu'un de très engagé, convaincu que la mixité et la diversité au sens large permet d'avoir des équipes plus créatives et plus innovantes. Et c'est ce que j'essaie de faire au quotidien avec les clients avec qui je travaille. Super. Alors justement, pour toi qui est dans un secteur assez technique, assez pointu, qu'est-ce que c'est le digital, qu'est-ce que c'est trouver sa voie? Est-ce que tu peux nous mettre un petit peu de contexte sur comment toi tu vois les choses, comment tu les envisages? Alors c'est vrai que le digital, c'est des questions que je pose encore parce que c'est un mot très vaste où on peut mettre plein de choses derrière. C'est vrai que c'est pour ça d'ailleurs je me dis qu'est-ce qu'on met derrière le digital? Moi globalement ce que je vais mettre dans le digital c'est tout ce qui va avoir un lien avec ce qui va être dématérialisé de l'informatique. Ça peut être parce que je dis des fois on dit un ordinateur mais c'est un téléphone, c'est tout ce qui va être dématérialisé pour moi le digital. Donc du coup ça aujourd'hui on le voit, on a tous des appareils avec lesquels on interagit au quotidien, voire de nombreuses heures. Donc moi ça va être tous les métiers qui vont permettre tous les contenus, l'utilisation, l'intégration de tous ces outils qu'on va utiliser au quotidien et qui vont permettre de dématérialiser tout ce qu'on avait l'habitude d'utiliser en version matérielle il y a encore quelques années. Donc on est d'accord que pour toi, quand on emploie le mot digital, ça va bien au-delà des réseaux sociaux et des quelques petites applications qu'on peut avoir sur nos téléphones. C'est un mot qui englobe beaucoup plus. Oui, complètement. Complètement. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle beaucoup, par exemple, des petites entreprises qui doivent passer au digital. C'est l'entreprise qui avait son numéro dans les pages jaunes, qui doit aujourd'hui être présent sur Google, être bien référencé, avoir le lien pour prendre le rendez-vous. Et tout ça derrière, c'est des personnes qui vont permettre de coder, d'interfacer tout ça aux personnes qui n'ont souvent pas l'habitude elles-mêmes de travailler avec ces nouveaux outils que j'appelle du coup des outils digitaux. Ouais. Alors évidemment, quand on entend ça, on comprend tout de suite qu'il y a des compétences techniques. Évidemment, tu commences à l'aborder, le codage, etc. Mais autrement que les compétences techniques qu'on va mettre un petit peu de côté aujourd'hui parce qu'elles sont accessibles, mais il faut se former pour y avoir accès potentiellement. Quelles compétences, plutôt du coup soft skills, interpersonnelles, tu penses qu'il faut avoir pour comprendre le monde digital et pour bien l'aborder? Alors, en fait, il y a plein de soft skills justement dont on n'a pas conscience et qui vont permettre justement d'optimiser, d'améliorer ces outils. Tu vois, par exemple, des fois, on va voir quelqu'un qui a un diplôme en psychologie.
on va se dire, non, mais psychologie, elle pourra jamais faire du digital. Eh ben, ce n'est pas du tout vrai. Aujourd'hui, quand on développe des chatbots ou ces outils qui vont interfacer avec un utilisateur lambda qui ne sera pas forcément habitué ou qui connaîtra pas forcément le vocabulaire adapté, ben, il y a des personnes aujourd'hui qui vont aider à déchiffrer ou utiliser le langage pour pouvoir derrière savoir l'utiliser techniquement. Et souvent, c'est pas la même personne qui sait tout faire et on peut faire appel à des personnes qui ont ces compétences-là, ce qui peut paraître des fois très éloigné, mais pas du tout, parce qu'en fait, elles connaissent très bien le langage humain, les habitudes, et elles vont permettre de codifier certains comportements pour que les machines le comprennent mieux. Parce que c'est vrai que derrière les machines, ben, on parle d'intelligence artificielle, mais c'est surtout toute l'intelligence humaine qu'on va mettre dans les machines pour qu'elles puissent être intelligentes, justement. Et pour ça, on a besoin d'humains qui vont le faire. Et ça, typiquement, voilà, c'est... Peut-être qu'on est dans la... Pour moi, on n'est pas dans la compétence technique parce qu'il y a tout ce qui va être lié à la communication. Tu vois, des fois, on parle de profils qui vont être plus littéraires, on va dire c'est pas technique, mais aujourd'hui, c'est de plus en plus essentiel pour pareil, comprendre les systèmes qui sont à l'intérieur. Aujourd'hui, on le voit avec les nouveaux outils. En fait, maintenant, il suffit de bien prompter pour réussir à sortir un logiciel qui fonctionne. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle même plus de skills techniques parce que c'est vraiment aussi savoir s'adapter à l'outil. Moi, j'allais dire dans la soft skills, c'est l'adaptabilité quand même. Si on doit parler de soft skills, c'est savoir s'adapter parce que c'est déjà ça le plus dur de dire comment je vais utiliser un outil différent par rapport aux habitudes que j'ai parce qu'on a toujours tendance à prendre son prisme à soi au-delà du prisme de la personne qui est en face et qui a peut-être d'autres habitudes. Donc pour moi, aujourd'hui, c'est surtout cet enjeu qu'il y a de par les générations qui sont différentes. Aujourd'hui, les personnes qui commencent à travailler ont toujours eu l'habitude d'avoir des appareils avec des outils digitaux entre les mains, ce qui n'est pas le cas des générations des années 80. Donc c'est aussi de prendre ces éléments-là et de pas se fermer, de rester toujours ouvert. Et c'est pour ça que pour moi, dans la création et dans l'utilisation, c'est toujours penser à la personne qui sera en face et le fait que ce doit être le plus ouvert possible. C'est pour ça des fois on rejoint un peu l'inclusion, mais c'est un peu ça, c'est de dire il faut que tous les utilisateurs puissent avoir accès à ces outils. Et c'est en ça où pour moi il y a tout l'aspect soft skills parce que des fois voilà, c'est pas que le prisme technique de dire tiens comment je résous ce problème-là, c'est de dire de quelle façon je prends le problème pour être sûr que ce problème-là, que cette solution va résoudre l'entièreté du problème et pas juste le problème sous l'angle que je vois moi, quoi. Et c'est pour ça que pour moi, que les soft skills, il y a vraiment besoin d'avoir un savoir-être et de savoir aussi s'interfacer avec différents métiers parce qu'il y a vraiment beaucoup de personnes et de compétences qui peuvent intervenir dans des projets. C'est pas juste le code, justement. Ouais. Alors justement, on a un petit peu cette image qui reste réaliste que les métiers du digital sont plutôt des métiers techniques et masculins. Donc on a toujours un petit peu en image cette idée préconçue du geek un petit peu solitaire qui va coder devant son ordinateur. On sait que le monde digital évolue vite et qu'il évolue fort. Est-ce qu'aujourd'hui, on reste toujours dans cette idée préconçue où tu vas nous la casser aujourd'hui et nous dire que le digital, il est accessible à toutes? Moi, je trouve qu'aujourd'hui, justement, on l'a de moins en moins. Parce que, pour plein de raisons. Déjà, comme tout à l'heure, je prenais l'exemple du code où on voit que maintenant des IA peuvent faire une partie de code, où la personne qui va bien savoir utiliser cet outil va déjà pouvoir potentiellement être assez autonome, même si ça n'enlève pas du tout le travail au codeur, mais en tout cas, tout n'est plus que dans la main des développeurs. Mais au-delà de ça, pour revenir un peu à ce que je disais précédemment, tu vois, je vais prendre un exemple tout simple, qui est un métier d'ailleurs que moi j'ai découvert aussi récemment et qui est en plein essor, c'est tout ce qui va être UX, UI, les personnes qui vont travailler sur les interfaces aussi, qui sont souvent des personnes qui ont des backgrounds complètement différents que ceux qu'on peut voir dans les équipes de dev classiques. Tu vois, il n'y a pas très longtemps, j'ai rencontré une personne qui était designer, qui faisait du graphisme pour des affiches, et qui aujourd'hui fait de l'UX pour des sites web. Et ça, typiquement,
pour moi, ça montre vraiment, tu vois, c'est vrai que ça, c'est un peu cliché, mais il y a beaucoup plus de femmes qui ont fait des études dans le domaine du marketing, de la communication, du graphisme. Aujourd'hui, ces métiers-là peuvent se reconvertir assez facilement dans le digital en apprenant des outils qui vont permettre de travailler le graphisme aussi ou l'interfaçage des différents outils pour avoir une meilleure utilisation. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui fait qu'une application marche aujourd'hui? C'est l'ergonomie. Si l'application est pas ergonomique, que tu mets 3 plombes à trouver ton bouton ou que tu le vois pas, honnêtement, ton produit fera un flop. Et c'est typiquement là où ce type de profils ont une vraie force parce qu'ils vont permettre de travailler l'ergonomie du produit, ce qui est beaucoup moins dans le domaine des compétences des devs classiques, typiquement, comme on peut voir. Et c'est là où on voit vraiment la complémentarité, quoi, du dev qui va construire le produit robuste et du profil UX/UI qui va construire un produit ergonomique et qui sera facile d'utilisation et qui va faire le match d'un produit qui sera commercialisable et utilisable. Alors, quand on est une femme qui n'a pas encore cassé tous ces préjugés du monde digital et qui est attirée par ce secteur-là, qui se dit c'est l'avenir, moi aussi j'ai envie d'en faire partie, comment on trouve sa voie, comment on fait sa place, quelles compétences on va développer pour réussir dans ce domaine? La première chose, c'est déjà de faire le point sur les compétences qu'on a et les métiers vers lesquels on veut aller. Donc, c'est vrai que moi, ce que je conseille toujours, il y a des personnes d'ailleurs, de par mon activité, qui vont me contacter pour avoir des conseils parce que c'est vrai qu'on connaît beaucoup de métiers différents, mais plus simplement, j'allais dire, enfin, je prends toujours les contacts, mais je veux dire, on peut justement, s'il y a un métier qui nous intéresse, aller contacter quelqu'un qui fait ce métier. Moi, c'est toujours le conseil que je donne. Moi, j'organise des événements de networking, justement, qui sont accessibles à toutes et tous, plutôt toutes, puisque c'est destiné aux femmes de la tech. Mais ça permet de rencontrer justement des personnes qui exercent le métier. Moi, je trouve que c'est toujours plus parlant d'aller voir quelqu'un qui fait ce métier, de savoir quelles sont déjà les tâches au quotidien, quels sont les prérequis, pour avoir aussi une idée précise de ce que serait notre quotidien. Parce que des fois, on a des idées et puis en fait, quand on est dedans, on se dit ah non, ça me plaît pas du tout. Donc ça, c'est déjà le premier conseil de réussir à visualiser le métier qu'on aurait envie de faire et idéalement d'aller au contact de quelqu'un qui le fait pour pouvoir en savoir plus sur le quotidien. Et après, à partir de là, établir un plan de formation si c'est nécessaire. Aujourd'hui, il y a plein de formations qui sont accessibles justement pour les personnes qui ont envie de se réorienter ou qui ont envie d'acquérir des compétences supplémentaires avec des organismes qui peuvent être avec des formules plus ou moins longues et qui permettent assez rapidement d'acquérir les compétences. Et puis après, d'essayer, moi je préconise quand on le peut, c'est vrai qu'on a des formules qui sont en alternance sur une reconversion, ça permet de démarrer quand même dans un environnement où on va petit à petit monter en compétences et intégrer le monde professionnel, ce qui est, je trouve, une bonne option quand on le peut. Après, sinon, c'est trouver une entreprise qui puisse les intégrer. Et c'est pour ça aussi que Medi Consulting peut être là pour aider ces profils à trouver le bon environnement en étant accompagnés aussi par des mentors qui vont les aider au quotidien, faire un peu leur hotline, comme je disais. Parce que c'est vrai, quand on commence un nouveau métier, c'est pas toujours évident. On a toujours plein de questions et d'avoir quelqu'un sur qui on peut compter et qui est là pour nous soutenir, ça permet d'avoir un meilleur taux de succès, quoi. Oui. Comment toi, tu en es venue à t'intéresser à ce monde-là, à rentrer dans cet univers-là? Alors moi, honnêtement, j'ai toujours été passionnée des technologies. C'est vrai que quand j'étais petite, j'adorais les sciences. J'ai pas du tout des parents qui sont dans ce domaine-là. Mais bon, c'est vrai que j'adorais lire des revues scientifiques, je m'intéressais aux mécanismes, comment ça fonctionnait. C'est quelque chose qui, j'avais demandé un microscope. Enfin, voilà, j'étais vraiment très très curieuse de tout ce qui touchait aux sciences déjà petite. Alors moi, j'ai fait un diplôme en plus d'ingénieur en mécanique. J'étais pas du tout dans le monde digital IT, on va dire, qu'on peut entendre aujourd'hui. Mais c'est vrai que j'ai commencé en tout cas dans ce domaine-là et rapidement, moi j'étais plutôt dans le secteur mécanique, automobile. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de systèmes qui se développaient autour de l'intelligence embarquée. Et c'est vrai que voilà, de plus en plus, il y avait des outils qui étaient connectés. Et c'est comme ça que je suis venue petit à petit à tout ce qui était plus IT au sens large après, puisque j'étais dans une grosse société. Et c'est vrai que
Enfin, en fait, moi, j'ai toujours aimé les nouvelles technologies. Donc, logiquement, en fait, j'ai été amenée à m'intéresser à ça. Aujourd'hui, c'est l'IA, tu vois, j'adore ça. Je me forme dessus parce que je trouve que c'est toujours ça permet toujours d'aller plus loin. Et moi, je trouve que c'est ça aussi qui fait l'innovation, de s'intéresser à ce qui se passe et de l'intégrer pour voir comment on peut l'utiliser, comment on peut euh, se l'approprier et ce qu'on peut en faire. Parce que c'est vrai que moi, je vous dis, le digital, voilà, tout le monde s'en sert et c'est au-delà de dire, je fais des équipes de dev. C'est comme ça que moi, j'y suis allée. Tu vois, aujourd'hui, je suis entrepreneur. J'utilise beaucoup d'outils que j'utilisais pas avant quand j'étais dans des grands groupes qui permettent d'être beaucoup plus efficace. Et c'est vrai que je suis toujours friande de toutes les nouveautés qui peuvent sortir et toujours en essayant de comprendre ce qu'il y a derrière. Donc là, ce qu'on entend quand même vraiment, la base, en fait, c'est la curiosité. Il faut avoir envie d'aller regarder, chercher, comprendre, d'aller un petit peu plus loin que finalement ce qu'on utilise habituellement. Parce que le premier pas qu'on peut faire dans le digital, c'est aussi juste s'intéresser à un nouvel outil qui existe et qu'on n'utilise peut-être pas encore, voir est-ce qu'il peut nous aider, est-ce qu'on en a l'utilité, est-ce qu'il peut nous apporter quelque chose. Et cette curiosité nous permet de cheminer dans ce monde du digital qui peut, à première vue, paraître un petit peu complexe et inhospitalier. Oui, ça peut être ça. C'est vrai que c'est effectivement la curiosité de dire, déjà, je m'intéresse et puis après, je vais aller chercher ce qui va pouvoir m'aider dans mon quotidien, même si au début, parce que dès qu'on change, ça peut paraître inconfortable, mais c'est de réussir à accepter le temps d'inconfort pour aller après vers plus de confort. Et c'est vrai que c'est effectivement un peu, tu vois, parce que c'est vrai que le digital, pour te dire vrai, au début, j'étais dans la mécanique, j'adorais la mécanique, hein, je me suis dit, bon, c'est génial, je vais faire ça. Après, ce que j'ai vu aussi, c'est la tendance, avec quand même des produits qui étaient de moins en moins purement mécaniques, justement, et qui intégraient de plus en plus d'intelligence et de systèmes connectés. Donc, c'est aussi un peu ça, de dire, bon, je peux pas être tout le temps contre le système et dire non, je veux rester sur l'ancien modèle. Et c'est aussi de s'intéresser à ce que ça va apporter au système et quels bénéfices je peux en tirer. Et je pense que c'est effectivement comme ça, quand tu as cette curiosité d'essayer de comprendre, de dire, tiens, comment je vais l'utiliser, comment je peux me l'approprier et quels bénéfices je vais en tirer. Et en fait, je trouve que quand tu as cette mécanique-là, bon, après, sauf si tu regardes pas le bon outil, mais souvent, quand même, tu peux trouver des choses très, très sympas et t'approprier des outils qui vont te faire gagner du temps. Après, ce que j'entends aussi dans ce que tu dis, c'est quand même de rester réaliste. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a notre zone de confort, celle qu'on maîtrise bien, et puis il y a la réalité du marché, de ce qui nous entoure, de la société d'aujourd'hui, qui fait que si on ne s'intéresse pas suffisamment à ce monde digital, on peut facilement se laisser un peu déborder parce qu'il évolue vite, il évolue fort et que si on n'attise pas un petit peu notre curiosité par rapport à quelque chose qui pourrait nous faire peur de prime abord parce qu'on ne le comprend pas, parce qu'on ne le connaît pas, on peut vite finalement être un peu dépassé. Oui. Oui, moi je pense que c'est vrai pour plein de sujets et je pense qu'il y a plein d'exemples comme ça. C'est pour ça que je dis à un moment donné, on peut soit décider d'empêcher la roue de tourner ou soit d'accepter qu'elle va tourner plus vite. C'est effectivement, c'est pour ça que je prends l'exemple de l'IA où il y a plein de sujets là-dessus, mais voilà, à un moment donné, l'IA, ça existe. Effectivement, comment apprendre à bien l'utiliser, mais de dire ne pas l'utiliser, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui l'utilisent et la réalité, c'est que quand c'est bien utilisé, oui, ça peut faire gagner beaucoup de temps. Après, quand c'est mal utilisé, si tu ne checkes pas ton travail, effectivement, ça c'est vrai aussi, hein. Si tu mets ton truc et que tu t'imagines que ça va te faire ton travail sans relire, c'est pas vrai, hein, ChatGPT, il fait beaucoup d'erreurs. Mais par contre, si tu l'utilises correctement, que tu vérifies le travail, bien sûr, ça peut faire gagner du temps, quoi. Et moi, je pense qu'il y a plein de choses comme ça où des fois, on va se dire, non, faut faire comme avant. Aujourd'hui, pour moi, on est quand même obligé d'avancer avec notre société et tout ce qui fait que ça peut aller plus vite ou être mieux fait, mais toujours en gardant notre côté
notre côté humain parce qu'il y a besoin de ça, en fait. Moi, je vois, des fois, il y en a qui pensent que tout peut être automatisé. Non, ça marche pas comme ça, en fait. Oui, on peut automatiser des tâches et gagner du temps, mais si tu envoies ta campagne à 50 000 personnes sans savoir à qui tu l'envoies, ça marche pas, en fait. Et c'est toujours de dire, ben voilà, on peut l'utiliser, mais savoir aussi toujours garder l'intelligence, en fait, et la stratégie. Parce qu'en fait, des fois, voilà, c'est ça, il y en a qui disent, ah ben non, ça marche pas l'outil, j'ai essayé ça, mais j'ai pas eu de retour. Mais quelle intelligence t'as mis au début du paramétrage de l'outil pour que ça fonctionne correctement? Et c'est pour ça que les outils d'IA, je vois, c'est exactement ce qu'on apprend, c'est de dire, bon ben voilà, comment on va utiliser l'outil intelligemment, parce que si tu lui poses juste une question très ouverte, il peut te raconter tout et n'importe quoi, et en plus, comme je te disais, les informations qui sortent ne sont pas toujours vérifiées, et il faut pas tout prendre comme argent comptant. Donc, il y a quand même toujours, voilà, un travail à faire et une analyse, en fait. Ça, c'est hyper important parce qu'il faut pas oublier ça, je trouve, de dire analyser ce qui est produit. Parce que déjà, sinon, demain, ça voudrait dire qu'on n'ait vraiment plus besoin d'humains, mais ça veut dire, voilà, on appauvrit grandement les choses si on ne contrôle plus et qu'on n'analyse plus les choses. Mais du coup, je trouve ça hyper positif, c'est-à-dire qu'en fait, suivant où on en est, ce dont on a besoin, notre stratégie, etc., et nos compétences surtout, eh ben, en fait, on va pouvoir adapter le monde digital dont on va se servir et qui va nous entourer. Donc, sans effectivement prendre ce truc un peu à contre-courant de « je ne veux pas le digital, je ne veux pas qu'il fasse partie de ma vie », on peut quand même adapter et mettre plus ou moins de digital et des outils digitaux qui nous intéressent et donc adapter sa propre méthodologie, sa propre voie. Ah oui, complètement. Hein. Moi, je vois, par exemple, les autres femmes entrepreneurs que je peux côtoyer dans différents programmes que je fais. C'est vrai qu'on va nous présenter les mêmes outils, mais on aura chacune, en fonction de notre business model, de notre façon aussi de travailler ou de nos habitudes, nos préférences, on va potentiellement les utiliser, mais pas toutes du tout, chacune d'une façon différente qui nous est propre. Ouais. Et je trouve que c'est ça qui est bien, c'est un peu l'hyper-personnalisation. Je veux dire, il n'y a personne qui va utiliser un outil de la même façon. Et après, tu vois, moi, je vais en utiliser 1, 2, 3, je vais les interconnecter. Ma collègue, elle va en utiliser 2 autres. Et c'est là où je trouve qu'il y a voilà, aussi tout l'intérêt de s'y intéresser, justement, et de les utiliser. Et de finalement le prendre un peu comme un jeu, de se dire, voilà, qu'est-ce que je peux faire de mieux? Comment je peux automatiser quelque chose, rendre quelque chose plus efficace, me soulager du temps et vraiment le prendre avec la légèreté et la curiosité, finalement, un peu d'un enfant qui découvre quelque chose et de se laisser surprendre par un outil digital qui pourrait nous apporter beaucoup. Ah oui, moi j'adore. Je suis comme un enfant dans un parc d'attractions. Donc après, on peut pas tout utiliser. Après, on fait des tests. Des fois, ça crache. Des fois, ça marche bien. Mais oui, c'est pour ça que pour moi, c'est au-delà. Il y a déjà la conception, il y a l'utilisation. Et c'est pour ça que pour moi, ça englobe plein de choses et qu'on est tous et toutes concernés. On arrive déjà à la fin de notre échange, mais avant de se quitter, c'est le moment du petit challenge que tu vas lancer à nos auditrices. Alors, justement, j'allais dire, si en plus elles se posent la question de rentrer dans le monde du digital, ce que je pourrais leur lancer comme challenge, c'est d'identifier, peut-être qu'elles ont déjà identifié une personne qui fait le métier, un métier qu'elles rêveraient de faire ou peut-être justement vers lesquelles elles aimeraient s'orienter, et d'initier un contact. Ça peut être un café si la personne n'est pas très loin, ça peut être une visio, mais d'aller justement à la rencontre de cette personne pour en savoir plus sur ce qu'elle fait dans le domaine du digital. Super. Merci beaucoup Nathalie d'être venue partager tout ça à mon micro. J'espère que ça inspirera beaucoup de femmes à oser aller vers le digital. Merci beaucoup en tout cas. Merci à toi Marine. Tu viens d'écouter Elles Inspirent Studio, le podcast des femmes qui osent, créent et surtout inspirent. Et si tu es encore là, c'est peut-être qu'une petite étincelle s'est allumée. Alors faisons-nous un cadeau, partage cet épisode avec une amie, une sœur, une collègue, une femme qui elle aussi a besoin d'entendre que sa voix compte. Abonne-toi, laisse un commentaire, un cœur, parce que c'est comme ça qu'on fait circuler l'audace. Et quand tu auras relevé le petit défi proposé dans cet épisode, viens me le dire, je veux savoir ce que ça a réveillé chez toi. Ta voix compte
et tes compétences sont déjà en train de rayonner.